Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour entrer. On va débuter vers 12h02. Merveilleux. Alors, bonne année. Merci tout le monde d'être là. Bienvenue à ce nouveau webinaire Technologia. Je le mentionnais tout à l'heure, notre premier de l'année sur l'innovation. Très heureux de vous retrouver encore cette année. Je vous fais une petite parenthèse sur Technologia, pardon. Nous sommes votre partenaire en développement de compétences et formations. Établi depuis 1996, on regroupe plus de 300 formations à Québec, Montréal et également en mode virtuel. On s'adresse aux employés, aux professionnels, également aux gestionnaires. Alors, pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre au www.technologia.com. Pendant le webinaire avec Michel Filion aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire. Juste en bas de l'écran, dans le Q&A, idéalement, ne pas écrire vos questions dans le chat pour bien qu'on les voit. Alors, vous pouvez écrire vos questions dès maintenant dans le Q&A. Il va me faire plaisir de transmettre vos questions à Michel Filion. Alors, aujourd'hui, on parle d'innovation qui est au cœur des échanges entre les gens d'affaires au sein d'organisations publiques et privées et dans les discours des gouvernements. L'innovation est notamment vue comme une opportunité d'amélioration de la productivité. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Michel Filion, qui est spécialisé en innovation et gestion publique, possédant plus de 25 ans d'expérience. Il est notamment intervenu dans plus de 40 pays dans le monde. Il est spécialisé en politique publique favorisant l'innovation et le développement économique. Il a mené des projets d'audit organisationnel, des plans de mise en œuvre de projets, de budgétisation également et de formation, et de formation de cadres supérieurs. Nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui. Bonjour, Michel Filion. Bonjour et bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Merci beaucoup. On commence tout de suite, Michel, en faisant la différence entre innovation, créativité et invention. Faisons un peu de ménage pour commencer l'année. Bien, oui. D'abord, il y a deux termes ici, créativité et innovation. Invention, je vais le placer sous innovation. C'est dans le processus de l'innovation que se trouve l'invention. Mais créativité et innovation, je dirais que la créativité, c'est la génération de l'idée. Hein, la créativité, ce n'est pas que lié à la production, aux produits, aux services, à des procédés. La créativité, c'est le peintre, c'est l'auteur qui compose une chanson, c'est le novelliste, peu importe. Alors, ça, c'est la créativité. Elle est beaucoup plus large que l'innovation. La créativité se retrouve au point de départ de l'innovation. Je dis au point de départ, j'exagère un peu parce que ce n'est pas un processus linéaire. Mais si c'était un processus linéaire, la créativité se trouve quand l'idée germe. L'idée germe parce qu'on est innovant, c'est-à-dire on est curieux et on présente, je dirais, une âme artistique. On est créateur, créatrice. Alors, innovation, par contre, là, je viens de dire créativité, innovation, par contre, c'est un processus bien terre à terre, là. C'est pas une affaire seulement de comptable, quand je dis terre à terre, c'est une affaire de toute l'équipe dans une organisation. L'innovation, c'est un processus, il est en 5 étapes, on aura l'occasion d'en parler, mais si je prends la définition de l'OCDE, l'innovation, c'est un produit, un processus, un procédé qui est nouveau ou amélioré, qui est produit par une unité et qui est mis en marché, qui est offert à la société. La société l'utilise. Là, je vais ramasser tout ça après. La société l'utilise et la société et l'organisation peut l'utiliser à l'intérieur même. Donc, une innovation, c'est j'invente quelque chose que je mets en marché et que les gens aiment. Ne serait pas une innovation quelque chose que les gens n'acceptent pas. C'est intéressant, ça. Donc, ça prend de l'acceptation sociale pour être reconnu comme une innovation. Et on parlait, juste avant le webinaire, on parlait
la différence entre innovation de rupture et innovation de rattrapage, parce que là aussi, c'est deux choses complètement différentes. Oui, mais avant, j'aimerais revenir sur le mot accepté par le marché. Je voulais dire acheté par le marché, accepté, pas tant l'acceptation sociale, parce que c'est justement une des choses que l'on reproche à l'innovation, c'est que l'on ne considère pas nécessairement l'impact négatif qu'une innovation peut avoir sur le milieu, autant l'environnement, l'écologie que les aspects sociaux. Je veux revenir sur ton point, là, l'innovation en tant que telle, donc, elle peut être de rupture ou de rattrapage. La rupture, ben, c'est quand on a inventé la machine à vapeur, le train, l'électricité, l'ampoule, et puis plus proche que de nous, eh bien, les cellulaires que nous avons tous là. Alors, ça, c'est des innovations de rupture. Et pourquoi c'est des innovations de rupture? C'est parce qu'ils changent complètement le marché. C'est une révolution. Cette innovation comme le iPhone et puis les autres qui sont venus par la suite, eh bien, ils sont venus changer la société. D'ailleurs, parfois on s'en plaint, les technologies mobiles font en sorte qu'on se parle moins quand on est au restaurant, par exemple. Et puis là, j'ai un exemple de rattrapage avec cette innovation de rupture. Alors, iPhone développe le téléphone intelligent. C'est l'innovation de rupture. Et tout de suite après, Samsung fait de l'innovation de rattrapage. Il se met à utiliser sa propre technologie, il cherche, il dit, ils sont rendus là, il faut les rejoindre. Il est dans le rattrapage. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu le vois bien, là, la distinction entre les deux? Absolument. L'innovation de rupture vient donc briser le marché, là. À tout le moins, il se crée une espèce de monopole aussi, j'imagine, parce que tu es tout seul et ensuite, il se crée l'innovation de rattrapage puisque tes compétiteurs essaient de t'imiter. Tout à fait. Puis là, j'ai nommé des grandes innovations de rupture, mais par exemple, dans le traitement aux clients, prenons une entreprise comme Starbucks. Si j'étais à Radio-Canada, personne ne voudrait que je nomme autant d'entreprises. J'ai nommé Samsung, Apple, là, je suis avec Starbucks. Mais Starbucks a inventé plus de liberté, ça va. C'est ça, je peux l'utiliser, cette liberté. Starbucks a inventé quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs choses là, qui ont été inventées par Starbucks, dont les noms étranges de son café, là, des cafés. Mais plus important que ça, c'est dans le service aux clients. Le fait qu'ils écrivent le prénom sur la tasse, puis qu'après, ils t'appellent par ton prénom, ça a amélioré l'expérience client. C'est pas une grande innovation, là, mais c'est une innovation qui fait en sorte que le client se sent respecté. Un peu comme l'innovation dans les restaurants, quand on nous remet la carte de crédit, il y a quelqu'un un jour qui a eu la brillante idée de dire « Voici votre carte, Monsieur Filion ». Puis là, on se sent donc important. Il m'a reconnu. Puis, est-ce qu'une innovation marketing, parce que dans ce cas-ci, c'est ce que c'est, est une innovation? Oui, tout à fait, parce que les innovations, j'ai envie de partager une image avec vous, une première image, peut-être que je vais vous en partager plusieurs. J'ai envie de vous partager celle-là, là, vous allez me pardonner, elle sera en espagnol parce que c'est ce que j'ai trouvé, je la trouvais intéressante. D'abord, est-ce que vous voyez tous l'image, là? Oui, Michael, tu vois l'image? Oui. Absolument. Excellent. Alors, on a l'impression que l'innovation, c'est d'abord de la technologie. On pense à l'informatique quand on pense à l'innovation. C'est ça qui nous vient naturellement. Mais pourtant, et puis c'est ce qu'on voit dans le graphique en dessous, l'innovation, ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être arriver à de nouveaux marchés. Par exemple, on a des innovations, les banques en Amérique du Sud, en Afrique, sont arrivées à de nouveaux marchés avec des microcrédits et avec des systèmes de garantie qui favorisent que les plus pauvres puissent avoir accès au crédit dans une banque. Donc, ils atteignent une certaine crédibilité financière tout en ayant des tout petits salaires. Alors ça, c'est arriver à de nouveaux marchés, une innovation. Ils ont trouvé une façon d'encadrer. Réinventer des processus à l'intérieur de mon organisation, comment je travaille. Je peux le réinventer, un processus réinventé, c'est une innovation. Le designer une expérience, j'allais dire disseigner, faire définir, développer une nouvelle expérience, c'est ce que j'ai raconté sur le Starbucks. Incursionner, avancer, avoir de nouveaux canaux.
Alors, c'est non seulement des nouveaux marchés, mais distribuer son produit par un nouveau canal qui n'existe pas avant. Puis ça peut avoir un effet de rupture, puis on peut devenir un monopole pendant un certain temps, améliorer le service, ça va de soi. Hein. J'ai illustré avec la carte qu'on remet au client, la carte de crédit en disant voici votre carte, Monsieur Fillon. On améliore le service. C'est un détail. On peut améliorer le service bien autrement. Imaginons que je fais des armoires de cuisine quelque part en Beauce et je décide d'inventer une application où les familles pourraient dessiner elles-mêmes leurs armoires de cuisine. Le service sera agréable. Vous pouvez imaginer maman, papa, les deux enfants qui sont préados et qui s'amusent à dessiner leurs armoires de cuisine. Amélioration d'un service. Et puis, renforcer la proposition de valeur. Là, ça veut dire vraiment on est proche de la rupture. Là. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui change fondamentalement ce que nous avions sur le marché précédemment. Je m'arrête de partager, là, mais vous voyez bien ce que ça veut dire. Donc, ça va plus loin. Puis quand tu dis, est-ce qu'une innovation marketing, c'est une innovation? Eh bien, c'est le développement d'une expérience, c'est l'utilisation d'un nouveau canal, c'est le développement d'un nouveau marché, c'est l'amélioration du service. Donc, tout ça, c'est susceptible d'être des innovations. L'amélioration d'expérience. Tu faisais le parallèle avec un problème dans un ascenseur qui m'a fait beaucoup rire tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, tout à fait. Vous avez tous remarqué, là, dans les ascenseurs, c'est toujours une situation inconfortable. Et puis, si l'ascenseur est trop lent, là, on peut imaginer que dans un édifice qui serait un peu élevé, les gens se plaindraient. Vous avez remarqué que dans la plupart des ascenseurs, il y a des miroirs. C'est parce qu'un jour, quelqu'un s'est dit, si je place un miroir, le temps va passer plus vite. Pourquoi? Parce que, on va se jeter un coup d'œil dans le miroir. Et donc, l'expérience de l'ascenseur devient moins désagréable. De la même façon, on met de la musique dans l'ascenseur. Tout ça sert à rendre l'expérience de l'ascenseur plus agréable. Et c'est une innovation qui est acceptée au sens, pas acceptation sociale, mais qui est prise par la société, puisqu'on la retrouve dans tous les édifices maintenant, ou à peu près. Et tellement que si vous montez dans un ascenseur où il n'y a pas de miroir, vous allez vous sentir pris. Je pense que l'innovation est tellement ancrée que dès qu'on entre dans un ascenseur qui n'a pas de miroir, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Ça ne doit pas être un bon ascenseur. Ça doit être l'ascenseur, le monde charge. C'est intéressant, ça. Oui, ça devient tellement commun. Pardon. Exact. Donc, accepter, finalement. C'est ce que tu voulais dire par le fait d'être accepté par la société. C'est ça, accepter au sens pris, saisi, acheter. Mais je fais une différence. J'utilisais le mot accepter, puis j'ai utilisé après le mot acheter pour le rendre plus clair. Là, mais ce que je veux dire ici, imaginons que, je sais pas moi, je suis un groupe communautaire et puis j'invente une façon de réinsérer ceux qui ont des problèmes de dépendance dans ma société. Je l'invente. J'ai une dynamique, d'ailleurs, je connais quelqu'un dans mon coin de pays qui le fait. Il a inventé une manière, puis cette manière a essaimé un peu partout. Bien, quand il l'a inventé, il y a eu quelqu'un, il y a eu un preneur. Il y a quelqu'un qui était à la commission scolaire, il dit, ça m'intéresse, essaye donc ça. Puis après ça, à force de le faire, bien, il y a un voisin, une autre commission scolaire, au moment où il y avait encore des commissions scolaires, qui est allé ramasser, puis ça s'est essaimé dans tout le Québec, ou à peu près dans tout le Québec. Alors là, on a une innovation, elle n'est pas achetée par le marché, elle est saisie, elle est utilisée. Et c'est une innovation. Quelque chose de nouveau, d'améliorer, que le marché décide, je dis marché, société, marché, que le marché et la société décident d'accepter, d'intégrer dans ces pratiques. Si l'innovation n'a pas de succès dans le marché, c'est-à-dire qu'elle disparaît, parce qu'elle pourrait ne pas être rentable et finalement disparaître, ça restera une innovation, mais c'est une innovation qui n'aura pas duré. Mais si l'innovation, il n'y a personne qui l'achète, l'innovation, ce n'est qu'une invention. On va y revenir au terme que tu utilisais au départ. Invention. C'est créativité, innovation, invention. Puis je te dis, moi, je vais te faire de la distinction entre créativité et innovation. Là. Puis invention, je le garde pour après. Puis l'innovation, Michel, a une durée de vie finalement. L'innovation, ce qui est innovant aujourd'hui, peut-être plus demain, ça c'est dur à déterminer quand même.
la vie Oui. innovante d'un produit, d'un service ou d'une expérience. Ou d'un procédé, d'un produit, d'un service ou d'un procédé. Tout ça, c'est assez difficile de déterminer la durée de vie. Il y a encore des lampes à l'huile de baleine, il y a encore des lampes à l'huile dans certaines maisons, là. C'est décoratif, là, mais il y a encore des lampes à l'huile, mais c'est plus une technologie. Au départ, c'était de la haute technologie, ça, là. Regardez votre lampe à l'huile, si vous en avez une dans le fond d'un garde-robe, là. Regardez ça et dites-vous, à une époque, c'était le top de la technologie. C'était le maximum. Alors, mais il y en a encore. Donc, elle arrive, elle se niche dans certains marchés. Je parlais, par exemple, du maréchal Ferrand. Les chevaux, ce ne sont plus des véhicules, ce ne sont plus des appareils pour, en tout cas, au moins en Amérique du Nord et en Europe, puis j'imagine dans la plupart des pays d'Asie, ce ne sont plus des appareils qui servent à travailler la terre, c'est plus des instruments de travail. Ils servent à faire des courses, ils sont dans les courses, ils sont dans des compétitions, donc ils sont au service des loisirs. Il y a encore des maréchals Ferrand et puis qui mettent des fers à cheval sur des sabots. Alors, l'innovation, ça duré. Parce que le fer à cheval, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été inventée, là, mais c'est une innovation. Là. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit, on va lui mettre un fer à cheval, comme ça, mon cheval va pouvoir courir plus longtemps. C'est ça qui s'est passé. Donc, cette innovation a perdu. Mais j'ai envie, Michael, d'aborder un sujet qui me semble pertinent. On parle d'innovation, là, puis j'ai utilisé le mot innovation genre 50 fois depuis le début, là, puis toi aussi. Mais on vient de le définir, là, c'est produit, processus, service, nouveau ou amélioré, accepté par la société ou utilisé dans l'organisation. Parce que l'innovation, ça peut être un processus qui est à l'intérieur de l'organisation. Ça peut être aussi une innovation. On réduit les coûts par un processus ou on améliore la qualité du produit ou du service qu'on offre par un processus pris à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça prend pour innover? Puis là, j'ai parlé d'étapes dans le titre de ce webinaire. Il y a le mot étape, 5 étapes qui nous mènent à l'innovation. Mais je voudrais, qu'est-ce que ça prend pour innover? Ça nous prend un état d'esprit. Il faut que le leader ait envie d'innover. Il faut que l'équipe, il y ait un climat d'équipe qui donne envie d'innover. Il ne faut pas avoir peur du patron qui dit « non, on ne fait pas ça » ou de la patronne qui dit « non, on ne fait pas ça ». Il faut que dans l'équipe, on ait envie de partager. On se rend compte aussi que l'équipe doit être diversifiée. Parce que quand elle est diversifiée, ben, c'est de l'accès à des nouveaux marchés, à des nouvelles idées. Alors, si j'ai des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, ben, tout ça améliore ma compréhension. Mon organisation comprend mieux le milieu. Si j'ai des gens de différentes origines ethniques, de différentes orientations sexuelles, de différentes identités de genre, tout ça améliore le climat dans l'organisation et qui lui permet d'innover. Et puis, il y a un dernier élément. Là, je suis peut-être trop long, mais je prends le dernier élément. Je prends la liberté. L'accès au bassin. Il existe 3 bassins de connaissances autour de nous. Ils sont pas, c'est pas des bassins, c'est pas des étangs d'eau, là. C'est des bassins de connaissances, des espaces virtuels, parfois des colloques, des revues scientifiques. Il existe des bassins de connaissances, il y en a 3. Il y a un bassin de connaissances autour, qui est à portée de main, qui porte sur les technologies et la science. Donc, si je suis dans un domaine, j'ai intérêt à savoir qu'est-ce que la technologie et la science est en train de faire dans ce domaine. Je suis en santé, là, dans les recherches extrêmes, on veut soigner la mort. Je ne sais pas si on va y arriver, là, mais on veut soigner la mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a en sciences, en technologie? Deuxième bassin, c'est le bassin de la gestion. Toutes les connaissances autour de la façon de gérer une organisation. Puis là aussi, il y a des nouveautés. On parle depuis quelques années de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit d'une innovation qui se retrouve dans le bassin des idées. Et puis, le dernier bassin, troisième bassin, c'est le bassin des connaissances sur les consommateurs et les citoyens, les consommatrices et les citoyennes. C'est-à-dire, mon organisation va aller chercher des informations pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ont-ils besoin. 3 bassins. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire l'innovation?
il faut que le leader, la leader, ait en tête l'intention d'innover. Il faut que le climat de travail permette cette innovation. Ça veut dire que le leader lui-même ne sabote pas son processus, mais ça veut dire aussi que la composition de l'équipe, que les membres de l'équipe ne sont pas des saboteurs. Et je termine, le dernier, il faut que l'équipe ait une tendance à aller vers l'autre. La collaboration avec ceux qui sont à l'extérieur, donc l'accès à des bassins de connaissances, puis au-delà de ça, d'avoir des alliances, ça favorise l'innovation. On parle de culture d'innovation dans ce cas-ci. Oui. Comment on la met en place? L'ABC de ça, tu l'as mentionné un petit peu, là, d'avoir des gens de tout acabit. Là, comment on le met en place cet après-midi, là, en retournant au bureau? Ouais. On doit penser à quoi? Alors, j'ai des gens d'affaires qui nous écoutent, là. Première chose, il faut se demander, moi, comme leader, là, est-ce que je suis frileux? Est-ce que j'ai une grande aversion au risque? Est-ce que moi, comme leader, j'ai de la curiosité ou au contraire, j'aime bien la routine? Et si je veux innover, il faut que je sois curieux. J'ai pas besoin d'être curieux partout, là, mais il faut au moins que je sois curieux dans quelques aspects de mon entreprise. Alors, première chose, mettre en place cette culture de l'innovation, c'est soi-même vérifier qu'on ait cette disposition, curiosité, faible aversion au risque, c'est-à-dire on est prêt à prendre des risques dans une certaine mesure, selon nos moyens. On n'est pas un amant de la routine partout. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose que l'on doit faire, on doit s'assurer d'envoyer le bon message à l'organisation. Culture de l'innovation, c'est qu'on ait un plan d'affaires, qu'on ait un plan stratégique comme organisation qui nous dise, nous devons innover. C'est un message qui doit être porté auprès des collaborateurs, des collaboratrices, des collègues, des associés. Et puis, ensuite, il faut gérer le climat. C'est ce que je disais il y a un instant. Il faut s'assurer que le climat soit agréable. Un climat malsain dans une organisation, ça ne mène pas des innovations. Ça fait en sorte que le seul innovateur possible, ce sera le patron ou la patronne. Les gens vont se replier sur eux-mêmes et il pourrait quand même avoir une innovation, mais il n'y en aura pas 18, là. Pour avoir de bonnes idées, il a besoin de s'alimenter des autres. Culture de l'innovation, leadership, plan stratégique et climat à l'intérieur de l'organisation. Ça rejoint un peu la question de Martin là, dans le Q&A. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Ou innovation à l'intérieur d'une équipe bien établie, mais récalcitrante, favoriser un climat favorable à l'innovation, c'est une difficulté supplémentaire qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Il y a deux changements que l'on est appelé à opérer. Le premier, c'est le changement, introduire une façon de travailler l'innovation, un processus d'innovation, que je vais dire en 5 étapes. On va utiliser le processus en 5 étapes, ça va être facile pour partager. Donc, un processus d'innovation en 5 étapes, il faut le mettre en place dans notre organisation. Donc, au-delà de s'améliorer le climat, il y a un processus à mettre en place. Il peut y avoir des résistances à la mise en place de ce processus. Cette résistance, par exemple, ce processus implique que si je suis dans une usine, les contremaîtres devront écouter un peu plus les ouvriers et les ouvrières. Eh bien, on pourrait se retrouver avec nos cadres intermédiaires qui sont en résistance parce qu'eux, ils considèrent que le groupe d'ouvriers ouvrières, c'est une garderie, par exemple. Une opinion que je ne partage pas, bien sûr, mais il pourrait avoir cette impression. Alors là, on a un élément de résistance. L'équipe pourrait être récalcitrante au niveau de l'implantation, du processus lui-même. Puis là, il y a une autre résistance ou un autre type de résistance. J'ai eu une bonne idée, ça marche, nous avons fait un prototype, on la met en œuvre, on met en œuvre cette innovation, puis on va la produire. Puis là, il y a de la résistance dans l'organisation à accepter le nouveau procédé, le nouveau produit, le nouveau service. C'est la deuxième résistance. Bien, pour ça, il existe toute une documentation, puis d'ailleurs des séminaires chez Technologia sur la gestion du changement. La gestion du changement nous permet d'aborder ces questions-là. Comment, puis là, si
je vais rapidement, là, souvent les résistants au changement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas très bien. Ils sont résistants à mort au changement seulement s'ils sentent que leurs valeurs sont atteintes. Mais c'est rare que l'innovation vienne attaquer les valeurs. Alors, c'est plutôt l'inconfort avec une nouvelle technologie, le fait qu'il n'ait pas été considéré, le fait qu'il n'a pas pu mettre son grain de sel, ou au contraire, il a mis son grain de sel, mais on l'a oublié. Alors, quand on parle d'une équipe récalcitrante, faisons des lectures sur la gestion du changement. Regardons pourquoi ils sont récalcitrantes. Elles peuvent être récalcitrantes parce qu'il y a des expériences dans l'équipe qui sont douloureuses. Il existe des traumas, il y a des traumatismes dans l'équipe qu'il faudrait résoudre. Ça peut arriver aussi. Je dirais que c'est plutôt rare. Plutôt bien géré, avec justement des questions-réponses, avec une bonne information. Nous allons implanter un système innovant, une innovation ou un processus d'innovation en 5 étapes. Voici comment nous allons procéder. Et là, ça réduit pas tous les problèmes, mais ça réduit les résistances et les tensions. Parce que qui dit innovation dit beaucoup la gestion du changement. Là, entre autres, Denis nous mentionne que c'est beaucoup ça. Il y aura toujours des réticents autour de la table. Oui, tout à fait. Il y aura des réticents autour de la table. Le talent du gestionnaire de changement, il m'est arrivé de donner ce cours de gestion de changement. Je me retiens de ne pas sauter dans l'arène avec la gestion de changement, mais le talent du gestionnaire de changement, c'est de ne pas reconnaître des résistants farouches alors que ce ne sont que des résistants du moment. Alors, il y a des résistants momentanés juste parce qu'ils ne comprennent pas. Puis là, parce qu'ils disent un mot, nous, ça nous dérange. Puis je suis gestionnaire de changement. Ma réaction, c'est de dire, ah, lui, il ne veut pas. Non, il n'est pas vraiment résistant permanent. C'est juste qu'il en demande un petit peu plus. Notre erreur dans la gestion du changement, c'est d'avoir une surreprésentation de la résistance. Et là, différentes dimensions. Vous verrez dans vos lectures, si vous avez envie de lire là-dessus, il y a 7 dimensions à la résistance. Ce n'est pas une dimension, il y en a 7. Alors, si je ne suis pas capable de diagnostiquer quelles sont les résistances que j'ai devant moi, eh bien, je n'aurai pas le bon remède. Ça va de soi. Il y a Dave également qui nous mentionne l'importance d'expliquer le why aussi, les raisons qui poussent ce changement-là vers l'innovation. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Et puis, je suis un tenant, là, je ne me souviens plus de l'auteur. J'ai le visage de l'auteur en mémoire qui nous parle beaucoup du why et qui dit Martin Luther King, quand il a tenu son discours à Washington, il n'a pas dit j'ai un plan, il a dit j'ai un rêve. C'est le why. Il faut faire rêver les gens. Et moi, je suis un tenant de ça. Je suis persuadé que c'est quand on donne du sens aux choses que les gens y adhèrent. Si on fait juste dire c'est une mécanique, c'est obligatoire, on n'a pas le choix, il y a des dangers. Quand on travaille avec la peur et tous les aspects négatifs, eh bien, on va moins loin. Donc, le why, oui, il faut dire à quoi ça sert. Maintenant, à quoi ça sert pour une entreprise? Je vais parler d'une entreprise commerciale. À quoi ça sert une innovation? L'innovation sert à avoir un meilleur positionnement momentané, d'aller chercher une rente grâce à l'innovation. Pendant un certain temps, on devient une sorte de monopole. Alors, on peut prendre toutes sortes de stratégies marketing, mais on peut en imaginer une. On va écrémer le marché. Vous le savez, pour ceux qui achètent des Apple, ils nous écrèment. Ils nous écrèment correctement. Quand ils sortent un nouveau Apple, le prix est à la hauteur de tirer toute la crème que nous avons en nous. Alors, ça, c'est la dimension, je dirais, marché mercantile. C'est la même chose pour une organisation. Un hôpital qui voudrait innover, c'est qu'il sent qu'il va pouvoir aider plus de gens. On est dans la légitimité plutôt que dans le marché, mais quand même, il se positionne et celui qui est à la tête de l'hôpital ou celle qui est à la tête de l'hôpital qui fait l'innovation, ben, il va gagner en prestige. Il sera payé en prestige. Il aura un monopole de prestige pour un certain temps. Donc, je suis dans l'intérêt individuel ici. Mais il existe autre chose. Il existe le plaisir pur d'inventer. Alors, il y a des gens, c'est un plaisir ludique de se dire comment je peux faire en sorte que ça rentre. On le voit là, si vous avez des jeunes enfants, là, ils s'amusent avec leur carré, puis essayer de rentrer dans un rond, dans un triangle. Là. Il y a vraiment une dimension là. Ils sont en train d'apprendre cet esprit ludique
Nous l'avons toute notre vie. Parfois, on l'éteint, là, mais nous l'avons toute notre vie. Alors, les innovateurs, les innovatrices, eux, ils ont un plaisir ludique à trouver une solution. D'ailleurs, c'est Simon Sinek. Merci à François France. Merci. C'est Simon Sinek. Tout à fait. Grand merci. Pour le why, il y a Déborah qui nous demande, ou Marie-Estelle, pardon, l'innovation est-elle toujours en lien avec un besoin? On parle d'un besoin social. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'innovation, je pense qu'elle est toujours en lien avec un besoin. C'est le mot social qui m'embête, là, parce que ça nous amène à toutes sortes de choses. L'innovation, elle peut être purement mercantile. On veut que faire de l'argent. Donc, on n'a pas une préoccupation pour le bien-être des autres, pas nécessairement. D'ailleurs, c'est un des reproches que l'on fait à l'innovation. L'innovation peut amener une destruction de l'environnement, hein, des innovations. Par exemple, pensez au petit café dans des copes, là, hein. Le petit café là, à l'unité qu'on met dans les machines, là, on ne peut pas dire que c'est très favorable à l'environnement. Là, maintenant, ils font une pub pour dire que oui, c'est plus favorable, puis ils ont changé un peu les méthodes. Ils ont introduit une nouvelle innovation pour compenser les défauts de leur première innovation. Mais revenons. Oui, il y a un besoin. On doit répondre à un besoin. Puis, les gens d'affaires, ils répondent à un besoin, mais ils répondent aussi à une demande solvable. D'où l'intérêt de connaître, d'avoir accès au bassin d'informations, de connaissances sur les consommateurs et les citoyens, consommatrices et citoyennes, d'avoir accès à ce bassin pour savoir qui sont les demandeurs solvables pour pouvoir répondre à leurs demandes. Besoin, demande solvable. Est-ce qu'on est obligé d'innover? Est-ce que c'est une obligation oui. d'une entreprise d'innover? Je pense que oui. Sauf que l'innovation, encore une fois, on ne parle pas nécessairement d'innovation de rupture. Je voyage un peu partout, là. Si quelqu'un décide d'ouvrir le premier restaurant de sushi à Oulan-Bator en Mongolie, bon, il y en a déjà pas mal. Prenons un autre pays. Mais on décide d'ouvrir le premier restaurant de sushi. Il va créer un boom, puis il va avoir un intérêt. Pour pouvoir ouvrir un restaurant de sushi, cette personne aura dû inventer un processus pour améliorer la chaîne de froid, pour être sûr que ça marche bien. Alors là, son commerce commence. Puis après ça, ben, le commerce est ouvert. Elle a fait une innovation de rattrapage dans son pays. Le commerce est ouvert, puis ça tourne. Il a fait de l'argent. Puis là, elle peut rester comme ça longtemps. Il est évident que si elle ne change absolument rien, soit qu'elle devient un musée, hein, Schwartz à Montréal, musée. Mais même Schwartz a inventé, hein. Même Schwartz a innové. Là. On a le take-out de Schwartz jusqu'à côté. Peut-être que pour vous, c'est très connu, là, mais moi, j'ai connu Schwartz sans le take-out. Alors, ils ont fait du rattrapage, ils ont mis le take-out à côté. Donc, nous pourrions devenir un musée. C'est possible de cesser d'innover, mais pour le départ, pour le lancement, nécessairement, il faut se trouver une niche. On ne peut pas faire du copier-coller de toujours. Maintenant, je reviens. Si je m'arrête à une seule innovation, j'ai inventé quelque chose dans mon garage, j'ai réussi à le diffuser, ça fonctionne bien, les gens l'achètent. Et puis, j'invente plus rien après. Bien, très rapidement, il y a quelqu'un qui va copier l'innovation de rattrapage, quelqu'un qui va prendre ce que j'ai développé, puis il va faire quelque chose de semblable, Apple versus Samsung. Et puis, si celui-là, il continue d'innover, bien, il va finir par me déclasser. Et encore une fois, je vais aller vers des marchés qui sont de moins en moins payants. Parce que les marchés qui sont payants, c'est lorsque je suis capable de l'écrémer, quand je suis une nouveauté, quand les gens ont envie d'embarquer. À peu près ça. On est condamné, le mot est trop fort. Mais on a l'obligation d'innover. Pourquoi? D'abord, parce que ça nous positionne dans le marché, dans la société, et aussi parce qu'au niveau intellectuel, c'est agréable. On parlait d'innovation de rupture tout à l'heure par rapport à l'innovation de rattrapage. Est-ce qu'une entreprise peut survivre en faisant que de l'innovation de rattrapage? Oui. Actuellement, puis il y a toutes sortes de circonstances. Prenons par exemple l'industrie de la construction au Québec. L'industrie de la construction au Québec
est très peu, il y a très peu de transformation numérique dans l'industrie de la construction au Québec. Mais elle survit, pourquoi? Parce qu'elle est relativement protégée, puis il n'y a pas de concurrents internationaux qui sont en train d'utiliser tous les nouveaux outils du numérique pour offrir leurs produits en marché. Je vous parlais des armoires de cuisine qu'on peut dessiner sur une application. Au Québec, là, peut-être que dans les armoires de cuisine, on a ça, là, mais dans l'industrie, les petits joueurs de l'industrie de la construction peuvent survivre sans trop innover. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui les protège. Mais tôt ou tard, quelqu'un va trouver une faille. Quelqu'un va commencer à vendre des maisons montables sur les lieux. Il y a des Polonais qui vont se mettre à construire des murs avec tout ce qu'il faut. Ils vont les mettre sur un bateau, puis on va les construire sur la Côte-Nord. Je pense même d'ailleurs que ça se fait déjà. Je donne cet exemple parce que j'ai l'impression, mais je ne suis pas capable de nommer précisément l'entreprise. Mais il existe ça. Fait que ce qui va se passer si nos gens d'affaires qui sont dans la construction ne s'ajustent pas à la transformation numérique, bien, ils vont se faire tasser par une innovation importante comme celle de maisons à monter. On a une question de Patrick également qui nous dit « L'invention peut-elle créer un nouveau besoin qui n'existait pas? » C'est intéressant, ça. Il nous donne l'exemple iPad. Est-ce qu'une invention crée des besoins, finalement? Ouais. Moi, je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est que l'invention crée une demande. Mais est-ce qu'elle crée un besoin? Je ne serais pas certain. Et puis, c'est intéressant, là, je pense qu'on a un sujet de thèse ou de doctorat. Là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle du iPad, il y avait un besoin. Il y avait un besoin du iPad. Les gens ont envie de communiquer les uns avec les autres. Les gens aiment voir ce qui se passe dans l'appartement de l'autre. Alors, ça nous a permis, ça a développé Facebook, TikTok et les autres. Le iPad lui-même, ben, c'est la capacité de toujours communiquer, toujours être en contact. Il y avait avant le iPad, ma mère a ça, là, c'est encore le bouton panique. Là. Si elle se sent faible, mal, elle pèse sur le bouton. Ben, le iPad répondait à un besoin comme un bouton panique, au moins à ce besoin-là. En plus, il répondait à un autre besoin, c'est celui d'écouter de la musique, d'écouter des conférences. Il y avait un besoin avant le iPad. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence de dire, est-ce qu'il y a une technologie? Je reviens avec mes 3 bassins. C'est quelqu'un qui s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans le bassin des connaissances scientifiques et techniques que je pourrais récupérer, qui, combiné à mon étude du bassin des consommateurs, des consommatrices, des gens qui voudraient communiquer plus entre eux, je pourrais combiner les deux et là, j'invente. Je reviens sur le mot invention, tu me permets, Michael. Alors, invention, c'est une des composantes du processus d'innovation. Alors, notre ami, là, celui qui vient de poser la question, il dit l'invention. En fait, je préférais utiliser l'innovation pour parler de la création de besoin ou de la demande. Je pense que l'on crée une demande, mais le besoin est là, il est latent, il est avant. Et nos besoins sont infinis. C'est Martin qui répond également que les besoins ne changent pas vraiment, c'est surtout notre manière d'y répondre qui évolue. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est ça, j'ai besoin, moi, de me déplacer, j'ai besoin de me divertir. Si on m'offre une autre façon de me divertir, ben, je suis preneur. Netflix, vous voyez le succès qu'a eu Netflix. Hein, on a fragmenté l'offre télévisuelle, puis on l'a offerte à l'heure que je veux, à l'endroit que je veux, juste avec un code. Écoutez, c'est merveilleux, ça, là. Je ne savais même pas que j'avais ce besoin-là. Mais ce que j'avais comme besoin, c'était de m'amuser une fois de temps en temps. Maintenant, je peux m'amuser alors que j'attends à l'épicerie. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le Q&A. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Comment on évalue la faisabilité de l'innovation, Michel? Bien là, tu m'amènes à parler, puis je vois aussi que le temps file, je veux vous parler du processus et des 5 étapes. J'ai dit l'innovation et l'invention. L'invention, c'est une des étapes. Alors, si je dessine les 5 étapes, là, imaginons, d'abord, l'innovation, ce n'est pas linéaire. Il y a un certain temps, on pensait que l'innovation, ça venait des laboratoires dans les années 50, des recherches fondamentales. Là, un chercheur dans un laboratoire, il invente quelque chose, puis après ça, ça rentre dans le marché. C'est une des façons,
mais ce n'est pas la seule façon. L'innovation, elle provient aussi du vendeur de la compagnie qui est toujours en contact avec le marché, puis il dit, coudonc, si on faisait des tulipes bleues, là, on arriverait à les vendre pas mal plus chez le fleuriste. Alors, donc, on a différentes façons. Donc, c'est pas un processus linéaire, mais pour nous aider à le mettre en œuvre, le mettre en place dans l'organisation, on a intérêt à le visualiser comme linéaire, momentanément. Première étape dans ce processus linéaire, sachant qu'il y a des itérations, première étape de ce processus, c'est l'idéation. Il faut inventer quelque chose, au sens où il faut avoir l'idée. Je ne dis pas inventer, avoir l'idée. Deuxième étape, une fois que j'ai l'idée, j'ai plein d'idées, j'ai des idées saugrenues, je vais tester l'idée. Je vais essayer de la rendre viable. Donc, si c'est une nouvelle application, je fais l'application, je la construis un peu, elle marche. L'équation marche. Pensez à Facebook encore. L'équation s'est mise à marcher. Le logarithme fonctionne. L'algorithme fonctionne, pardon. Et puis, après ça, l'étape suivante, donc, étape 1, idéation. Étape 2, invention. Étape 3, c'est le prototypage. Donc, j'ai une invention, ça se pourrait que je la mette de côté parce que je me rends compte que c'est trop coûteux. Mais si c'est viable, il y a une deuxième mesure de viabilité. Si c'est viable, j'en fais un prototype qui ressemble à quelque chose qui est acceptable par le marché. Et là, je dis tout ça, puis c'est valide pour l'informatique, c'est valide pour les services, c'est valide pour les restaurants, c'est valide pour toutes les organisations, toutes les unités. Quatrième élément, nous devons produire. Donc, on a un prototypage, puis là, il y a un prototype, on l'a testé, puis après ça, il faut entrer en production, une production de masse. Il faut être capable de prendre l'idée, l'invention, le prototype et le transformer en un produit que l'on peut mener sur une chaîne. Là, j'ai l'image de l'usine, mais vous comprenez que c'est la même chose si je suis en train de parler de l'intégration des personnes qui ont des dépendances à l'alcool ou aux drogues. Je vais avoir une idée, je vais inventer quelque chose, je vais faire un test, un prototype, puis après ça, je vais me dire, est-ce qu'on peut augmenter l'échelle, monter en puissance? C'est la production, avoir une idée, je vais inventer quelque chose. Puis après, le cinquième élément, mettre en marché. Donc, on va avoir une stratégie de mise en marché, ça veut dire réfléchir aux canaux, au prix, au positionnement, etc. 5 étapes. Alors, tu me posais la question où se trouve l'invention là-dedans. Bien, vous le voyez, c'est la deuxième des 5 étapes. Tout en sachant que ce n'est pas complètement linéaire, hein, on le sait, là, mais cette linéarité que je viens de décrire nous aide après à le mettre en œuvre, à le mettre en place. On a une question là-dessus. De quelle façon peut-on appliquer les 5 étapes au développement d'un service? Est-ce que c'est exactement le même processus? C'est exactement le même processus. Vous avez une idée d'un nouveau service à créer, vous lancez l'idée. Ce n'est qu'une idée, là. On ne sait pas encore si ça peut marcher. Puis là, on va essayer de le rendre tangible. Puis là, concrètement, là, dans le cours qu'on offre chez Technologia, on vous propose d'avoir une fiche idée. On écrit l'idée sur une fiche. On a plusieurs fiches idées. On compare les fiches idées, puis on en prend une. On dit, ah, celle-là, là, on sent que c'est un gagnant, celle-là. C'est l'idée gagnante. On va aller avec elle, puis on va l'inventer. Par exemple, un service, je ne sais pas moi. En ce moment, moi, je suis en train de développer un service. C'est une formation sur la budgétisation sensible au développement durable et au changement climatique. Comment l'État peut budgétiser en considérant les changements durables et les changements climatiques? Eh bien, j'ai de la chance. J'ai un client qui me demande de faire le prototype avec lui. Donc, je suis en train de faire le prototype. J'avais l'idée. J'ai fait un plan de cours, une table des matières d'un cahier du participant. Je suis dans les services, là. Hein? Puis là, le client, je suis chanceux, il dit, je suis prêt, moi, à prendre le pari, puis on l'essaye ensemble. Puis là, une fois que ça va être réussi, si ça l'est, je pense que ça va l'être, eh bien, je vais vendre ça partout. Là. Je vais me mettre à faire une promo immense pour vendre ça dans tous les pays, auprès de tous les gouvernements. Alors, on a un exemple concret, 5 étapes, processus d'innovation appliqué au service ou au produit ou au processus. Alors, je reviens, processus. Je veux améliorer mon processus à l'intérieur de mon organisation, pas un produit que je vends, pas un service que je vends, le processus à l'intérieur, ben c'est la même chose. J'ai une idée, j'ai une invention,
je fais un prototype pour voir si ça marche, je mets en place pour vrai, monter en puissance, monter en échelle. Et puis, je m'assure que mon équipe achète l'idée. Alors là, le marketing, la 5e étape, devient la gestion du changement. Mais il y a aussi tout le fait qu'il faut quand même se permettre le droit de se tromper, de permettre les erreurs, parce que j'imagine que c'est beaucoup ça, là, du essai-erreur. On parlait de culture, d'innovation tantôt, de climat. Euh, il faut favoriser ça. Comment on peut le faire? Comment on peut mettre ça en place? Tu parlais des fiches à idées. Donnez-en des idées. Comment on met ça en place concrètement? J'ai envie de rebondir sur ta question, de la dévier un peu. Je vais la dévier légèrement. Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'investir du temps là où ça compte. Je veux innover dans les secteurs qui seront les plus payants pour moi, ceux qui m'offrent le plus de retour sur investissement. Puis là, je dis retour sur investissement, tout le monde entend là, genre d'affaires. Je suis une ONG, je suis un groupe communautaire, je suis une organisation gouvernementale. Une innovation, ça veut dire investir des heures. Je prends des gens, je les mets ensemble, ils sont dans une réunion, ils mettent des heures là-dessus, ils écrivent, ils justifient leur temps par l'écriture des rapports. Il faut que ça me rapporte. Donc, première étape, c'est de regarder son organisation et de se dire à quel endroit que j'ai des besoins d'innovation. Là, il y a la rupture auquel on peut penser. Je dirais que la rupture n'est pas donnée à toutes les organisations. Il faut avoir les finances solides pour aller dans la rupture. Ça peut vouloir dire 3, 4 ans, 5 ans de recherche avec un échec à la fin. Mais dans le cas du rattrapage, on regarde dans son organisation puis on se dit, c'est où je suis en retard? Et on se met à travailler avec son équipe. Et là, tu te posais la question, là, je réatterris sur ta question, comment je m'assure que ça fonctionne? Bien, fiche idée, l'invention qui se développe, et puis là, on en parle, on la regarde. Le leader doit regarder l'invention, doit s'assurer que ça marche. Dans le prototypage, on documente les efforts de prototypage pour s'assurer que le prototype ne bénéficie pas de ressources exceptionnelles, parce que quand va venir la production, si le prototype a des ressources exceptionnelles, on ne pourra pas le produire parce qu'on ne pourra pas mettre les mêmes ressources pour chaque unité de la production et ainsi de suite. Donc, à chaque étape, il y a des petits trucs, des techniques, des petits outils qui me permettent d'augmenter l'implantation de ce processus d'innovation. Tout à fait. Je n'ai pas le choix de te parler de pénurie de main-d'œuvre. On en parle énormément ces temps-ci. Comment la pénurie de main-d'œuvre va affecter l'innovation au sein de l'organisation? Tu mentionnais que ça prend des fonds, des moyens, des reins solides. Ça prend, j'imagine, aussi beaucoup de monde. Comment la pénurie de main-d'œuvre affecte l'innovation dans ce que tu vois là, dans ton bureau? Écoute, je vais aller complètement dans l'autre sens en disant qu'il se pourrait que la pénurie de main-d'œuvre soit un accélérateur à l'innovation. Parce qu'on va devoir revoir les processus. La pandémie a été un accélérateur à nos communications virtuelles. On avait moins de participants au webinaire avant la pandémie. Là, tout le monde sait comment utiliser cet appareil. Alors, il y a des chocs externes, comme la pénurie de main-d'œuvre, comme la pandémie. Je ne me réjouis pas de la pandémie, là. mais il y a des chocs externes qui constituent des accélérateurs. C'est des coups d'accélérateur à l'innovation. Alors, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que des jeunes gens qui veulent travailler, mais ne veulent pas travailler dans n'importe quelles conditions, obligent les entreprises à considérer le télétravail alors qu'ils ne l'avaient jamais envisagé. Mais parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, ils sont obligés de l'offrir. Et là, ils sont obligés de penser à comment je vais contrôler les résultats. Alors, soit qu'ils ramassent ce qu'il y a dans le bassin de connaissances sur la gestion des organisations, puis ils l'amènent, ils font une innovation de rattrapage, ou ils sont une grande organisation comme Hydro-Québec, et puis ils décident d'inventer quelque chose. Et puis, ça m'amène sur la pénurie de main-d'œuvre, le télétravail, la distance, tous ces phénomènes sociaux nouveaux nous oblige à changer. Par exemple, les espaces de bureaux. De quoi auront l'air les bureaux, les tours à bureaux dans quelques années?
Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais que nous devrions avoir des salons et des cafés plutôt que d'avoir des bureaux cloisonnés, puisque le bureau cloisonné, ben, c'est nos 4 murs à la maison. Alors, pénurie de main-d'œuvre, télétravail, les chocs externes en général, coup d'accélérateur pour l'innovation. Bien sûr, je pourrais prendre des images moins intéressantes, comme les images de guerre, qui ont aussi été des coups d'accélérateur pour l'innovation. Hmm. On a Marie-Estelle qui nous dit les entreprises commerciales peuvent inventer pour créer un besoin et innover pour répondre à ce besoin. Cette stratégie peut-elle être sanctionnée? Mais tu reviens sur l'invention qui crée un besoin. Je pense que non. L'invention, elle répond à un besoin. Elle combine, l'innovation combine plusieurs éléments. Je vais garder le terme invention, là. L'invention combine plusieurs éléments et elle répond à un besoin existant. Comme le disait, je pense que c'était François que tu as cité tout à l'heure, là. François disait, les besoins des humains restent les mêmes, c'est la façon de les satisfaire qui change avec le temps. Alors, maintenant, sur la dimension sanction, revenons à mon histoire, les petites capsules, là, comment ça s'appelle? Pas Nescafé, mais enfin, les Nestlé là, en capsule, le café qu'on met dans la machine, puis après ça, on jette le plastique quelque part. Eh bien, ça, c'est une innovation qui a été pendant un certain nombre d'années très dommageable à l'environnement. Alors, pour répondre à la question de notre auditrice, eh bien, est-ce qu'on aurait dû le sanctionner? Eh bien, cette entreprise, elle n'a pas payé le prix de son produit. Elle n'a pas payé tout le coût relié à son produit. Les externalités de son produit, c'est pas elle qui les paye, c'est la municipalité. C'est elle qui ramasse les déchets et qui doit les enfouir. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'on sanctionne d'une manière ou d'une autre les innovations? En fait, on peut imaginer qu'on essaie d'intégrer toutes les externalités dans le coût de nos produits et de nos services. Il faudrait que ça coûte ce que ça coûte. Et là, je suis dans le développement durable, là, mais on reste dans l'innovation parce que est-ce que l'innovation doit être sanctionnée dans certains cas? En fait, tout produit et service qui produit des externalités devrait intégrer ses coûts et devrait être consommé à la hauteur de ce que ça coûte pour vrai. On parle par exemple de la viande rouge, on parle des véhicules. Il y a des externalités. Est-ce que celui qui consomme de la viande rouge paie le prix réel? Puis là, je sais qu'au Québec, vous avez une inflation, fait que je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent qui disent oui, on le paye assez cher, notre steak chez IGA. Je suis certain que vous vous dites ça, là. Mais vous comprenez, mon idée, elle n'est pas dans le cas précis du steak, puis peut-être qu'on paye déjà le prix du steak correctement, mais elle est dans au-delà de l'innovation, n'importe quel produit et service devrait contenir tous les coûts qui y sont reliés. Puis l'État a une intervention à faire. Dernière question pour toi. On parle du manque de main-d'œuvre. Est-ce que c'est une opportunité pour innover? Est-ce qu'on peut dire qu'on développe une forme de résilience en innovant? Une question de Marie-Estelle. Oui, bien, c'est ça, la pénurie de main-d'œuvre, comme je le disais, ça nous provoque. Ça oblige les entreprises à trouver un moyen. Par exemple, les McDonald's sont obligés de penser à un service autre. Il faut qu'ils servent autrement. Est-ce que ça veut dire que nous allons introduire, comme ça existe déjà au Japon, des petits robots qui se déplacent dans les allées pour compenser le manque de main-d'œuvre, que ça va accélérer l'acceptation, enfin, l'intégration de cette innovation qui existe ailleurs dans notre société au Québec? Peut-être. Mais il y a d'autres sociétés où il n'y a pas vraiment de pénurie de main-d'œuvre. Hein. Ce qui peut se passer aussi, c'est que la main-d'œuvre augmente chez nous avec les pays qui en ont trop de main-d'œuvre. C'est possible que ça aussi se passe. Mais revenons sur l'innovation. Alors, l'innovation, elle peut être provoquée par des enjeux, par le choc externe, par des contraintes. Les contraintes peuvent générer l'innovation. Je pense à quelque chose, si vous me permettez, la nourriture péruvienne en Amérique du Sud. Il existe des plats qui sont faits des estomacs, qui sont faits des poumons, qui sont faits des sabots. Ils ont inventé des plats qui sont très savoureux parce que les ouvriers agricoles étaient terriblement pauvres et s'ils ne mangeaient pas des sabots
de porc, ils mourraient de faim. Ils ont inventé une recette et qui aujourd'hui est vendue dans les restaurants comme un plat typique, savoureux, qui donne envie de manger. Je ne suis pas sûr que je vous ai donné envie de manger à tous, là. Mais vous voyez ce que je veux dire. La contrainte crée l'innovation. Puis, en terminant, Oui. 2, 3 innovations qui en ce moment te fascinent. Michel, tu penses à quoi? Ben, on a tellement parlé là, de l'intelligence artificielle et puis de l'écriture automatisée intelligente. Et vous l'avez vu, là, tout le monde l'a sans doute vu là, sur Facebook, puis il y a des moments où ça fait peur. Et puis, ça, c'est là, la première chose, c'est cette innovation, mais tout de suite me vient en tête quelle sera la réponse du corps professoral. Et là, il faut que les professeurs se réinventent. Parce qu'il faut continuer d'enseigner, là. Il faut que les gens continuent d'apprendre, à moins qu'on mette les humains sur le bas-côté puis qu'on laisse l'intelligence artificielle travailler. Ça ne sera pas comme ça. Il va toujours avoir besoin d'humains qui vont jouer un rôle. Donc, il faut les former. Mais il faut les former de telle sorte qu'ils utilisent des moyens existants. C'est comme, il va falloir que les professeurs trouvent une façon d'intégrer cette intelligence artificielle dans leurs cours, dans les travaux qu'ils donnent. Parce que sinon, c'est comme si, dans les années 90, un professeur disait « Moi, je veux que vous me remettiez les travaux écrits à la main. » Alors, je dirais, il y en a plusieurs autres là, qui me fascinent, mais celle-là, là, l'intelligence artificielle, imaginez tous ces assistants avocats, les agents légaux dans les bureaux, qui pourront peut-être être remplacés par ce type de service-là. Cet appareil est capable d'aller chercher, enfin, ce logiciel est capable d'aller chercher l'information, est capable de la constituer, est capable de faire une note relativement intelligente. Il n'est pas capable de nous proposer une décision, mais certains sur Facebook l'ont mis au défi, puis ils ont eu des débats avec l'appareil. L'appareil le contredit. C'est-à-dire, le logiciel dit « Non, je ne dirai pas comme vous. » Contradiction. Donc, c'est fascinant. C'est un nouveau monde. Et puis, bien sûr, je termine avec celle-là. Il y en a une autre invention. Tout ce que la pandémie nous a amené comme recherche en santé. Je suis très curieux de voir les prochaines offres de la pharmaceutique. Il y aura d'autres offres de la pharmaceutique qui vont partir de l'urgence de la recherche. Il y a des milliards de dollars qui ont été investis en recherche, comme jamais. Ils savaient que c'était pour être payant s'ils vendaient des vaccins, s'ils trouvaient des vaccins. Bien, ils ont trouvé des façons, le ARN messager, les vaccins bivalents. Tout ça va nous donner des solutions pour d'autres maladies que la grippe ou que le COVID. Ça va être particulièrement intéressant à suivre. En tout cas, on va avoir une belle année, Michel. Bonne année encore. Merci énormément d'avoir été avec nous. Ça a passé super vite. Merci à tout le monde pour vos questions. Pour plus d'informations sur nos formations en innovation, vous pouvez vous rendre sur le www.technologia.com. Vous pouvez revoir ce webinaire également sur notre chaîne YouTube au cours des prochaines heures. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux également, le Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. On se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore, Michel. À bientôt. Merci à toi. Merci à vous d'être là.